Bonjour, c'est Alexis Michel, spécialiste médias sociaux et créateur de contenu, entre autres sur le compte Bonne Bouffe Montréal. Et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de Mangeons Marketing. Mangeons Marketing, c'est quoi? C'est un balado qui a pour but de mettre en avant, mettre en valeur les humains derrière les entreprises agroalimentaires québécoises. 1, pour en savoir plus sur eux, et 2, pour un petit peu comprendre qu'est-ce qui se cache derrière leur marketing, leur succès, leurs défis. On va voir ça tous ensemble avant de rentrer dans le vif du sujet avec ce nouvel épisode qui est juste incroyable. Je tiens à remercier Origine qui produit et diffuse ce balado et La Grappe qui le commandite. Pour la petite information, La Grappe, c'est quoi? C'est tout simplement un collectif marketing spécialisé dans l'agroalimentaire qui pourra vous accompagner si vous avez besoin gestion des médias sociaux, création d'une image de marque, création d'un site internet, tout l'écosystème dont vous pourriez avoir besoin en tant qu'entreprise agroalimentaire ou agricole. Nos invités s'appellent Simon-Pierre et Xavier Bernard Caron. Ils sont les propriétaires des cafés Caron et Frères situés dans la Petite Italie à Montréal et à Knowlton dans les cantons de l'Est. On va parler dans cet épisode évidemment de café, vous vous en doutez. On va voir un petit peu quels sont les défis liés autour du café. On va essayer d'en apprendre un petit peu plus aussi sur la deuxième boisson la plus consommée dans le monde. Je suis vraiment content de les accueillir parce que moi-même, j'adore le café. Je suis un grand fan de café. Bienvenue à vous dans cet épisode. Comment ça va? Merci, ça va bien. Merci, oui, ça va super bien. Est-ce que c'est une bonne présentation? Comment vous vous définissez généralement? C'est pas mal ça. Parce que c'est vrai qu'au-delà d'être propriétaire de café, moi, ce que j'ai vu, c'est que vous êtes déjà des passionnés de café avant tout. Parce que pas tous les propriétaires de café sont forcément des grands passionnés de café. Vous, c'est votre cas. Vous avez remporté indépendamment, chacun de votre côté, plusieurs compétitions de latte art. Vous vivez vraiment pour le café. Moi, je vous ai beaucoup stalké pour préparer cet épisode. Je vois que vous aimez ça. Et d'ailleurs, ça m'amène forcément à la première question. Qu'est-ce qui vous a amené à vous passionner par le café? Parce que oui, énormément de personnes boivent du café à travers la planète, mais comment on en vient à vraiment se passionner pour le café? Qu'est-ce qui, respectivement, vous a amené là-dedans? Parce que tu étais dans le domaine avant moi. Donc OK, déjà, on a une info. Moi, ça fait quand même assez longtemps que je suis dans le domaine, depuis 2009, en fait. OK. Puis ma passion pour le café a vraiment commencé de petit à petit. C'est comme... J'avais pas une grande passion pour le café avant d'avoir commencé à travailler dans un café. OK. Et puis, le café où j'ai commencé, ça s'appelait le Café Rico. Ah, sur Montréal? Ouais, mais... sur Boyer à l'époque. OK, c'est là où j'achète mon café tout le temps. Ouais, je prends qu'à Café Rico. Ouais, avant, il était à l'endroit de la Poule Mouillée. OK. Fait que sur Rachel, au coin Boyer. Puis moi, c'est là que j'ai commencé. J'ai fait 3 ans là-bas. Puis lors de ma dernière année, il y a une barista de Nouvelle-Zélande qui a été embauchée à ce café-là. OK. Puis en 2009, l'art latte et tout, ça, c'était pas très commun à Montréal. Puis elle est arrivée avec l'art latte. Elle savait faire ça, fait que moi, ça m'a vraiment impressionné. Puis j'ai voulu vite apprendre ça parce que je trouvais ça comme impressionnant. Et puis elle m'a montré comment faire, puis j'étais comme un naturel selon elle. Fait que j'ai tout de suite comme été bon. Et puis de fil en aiguille, j'ai voulu m'améliorer, j'ai voulu en apprendre plus. Puis c'est comme ça que j'étais allé porter mon CV au café Ingamba à l'époque, qui était un des premiers cafés 3e vague à Montréal. Puis dans le temps, c'était Jean-François Leduc qui était le propriétaire, le fondateur. Il m'a embauché, puis j'ai appris beaucoup là-bas. Puis de fil en aiguille, ça a changé de propriétaire, en fait, quelques années plus tard. Je suis resté là, puis j'ai eu des opportunités de grandir avec mon boss qui est devenu mon partenaire. Okay. Puis maintenant, on s'est séparés. Puis entre-temps, Xavier, à chaque fois qu'on avait une position d'embauche, j'étais comme « Ah, tu devrais venir travailler ». Puis il voulait pas, puis à un moment donné, ça... Moi, je travaillais plus la passion quand même du café. Je buvais du café, mais ça me passionnait pas à l'époque. J'ai beaucoup travaillé en restauration avant, fait que j'étais plus en service, même en cuisine, mais je travaillais pas dans un café en tant que tel. Puis il y a toujours le côté restauration qui m'attirait un peu plus. Puis à un moment donné, c'est ça, mon frère m'a dit il y a une place qui se libère. C'était peut-être la 3e, 4e fois, puis on dirait que j'étais comme écœuré de la job où j'étais, fait que j'étais comme
je vais laisser une chance à ça. Peut-être que je vais aimer ça. Puis finalement, on dirait que j'ai tout de suite aimé ça quand j'ai commencé dans le l'art café. latte, tout ça. Ouais, l'art latte, puis en apprendre davantage sur l'extraction et tout, c'est quelque chose qui était un peu méconnu pour moi. Mais ouais, j'ai tout de suite eu la piqûre, puis ça m'a vraiment plu. Okay. J'ai aussi aimé le fait que je travaillais plus en restauration de soir avant, puis là, j'avais plus un horaire de jour, déjà, fait que c'est sûr déjà un meilleur équilibre de vie, je trouve. Mais, trop bien. Et d'ailleurs, ben là, tu as déjà dit un terme que peut-être pas tous les gens sont familiers, mais café troisième vague. Est-ce tu peux définir un petit peu ce que c'est là pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui sont pas familiers avec le terme? Ouais, ben, je pense que pour bien définir la troisième vague, il faut juste s'expliquer un petit peu première, deuxième. Ouais, vas-y. Mais la première vague, c'était vraiment le café de commodité, là, fait que le café d'épicerie pour se réveiller. On pense à Maxwell House, Folgers. Fait que c'est vraiment pour la propriété de la caféine qui est pour te réveiller puis aller travailler. Là. Fait que ça, c'est vraiment la première vague. La deuxième vague, c'est plus Starbucks qui l'a ramené avec ramener l'espresso comme un drink de high-end. Fait qu'un peu plus sophistiqué, si on veut. Fait que Starbucks a vraiment été la deuxième vague. Fait que c'est vraiment un retour à l'espresso, un drink plus fancy un peu. Ça, c'est la deuxième vague. Puis la troisième vague, c'est un peu... c'est mettre les producteurs de l'avant, aller garder une expérience de café qui est très élevée aussi, mais d'aller acheter à la source des cafés qui sont plus chers, donner des meilleures conditions de travail aux producteurs. On achète le grain plus cher, ça veut dire. Et puis, ben, c'est torréfié aussi. La torréfaction aussi pour la troisième vague, c'est torréfié plus léger. C'est plus pâle pour venir vraiment aller chercher les notes de chaque terroir. Là. Fait que c'est un peu comme le vin. On prend un café d'Éthiopie, souvent on a des notes un peu plus fruitées, plus florales. Puis dépendamment de quel pays producteur, ben, ça va varier. Là. OK, ouais, donc c'est vraiment une évolution aussi même de la perception du café que va avoir, j'allais dire, le consommateur final. C'est vrai qu'on est passé d'une boisson presque utile à une boisson. C'est vrai que maintenant, quand on dit je vais dans un café, c'est un vrai moment de plaisir. C'est aussi, on prend du temps pour soi. C'est comme on pourrait dire, je vais aller à la bibliothèque. Là, moi, je sais en tout cas que j'adore le café. Pour moi, quand je voyage, c'est la bouffe, trouver les bons restos et trouver les bons cafés. Exact. Parce que la même chose. C'est vrai, c'est fou et ça rend vraiment mon expérience plus belle. Et je me dis, ah bah ok, là j'apprécie, là j'aime ça, c'est une vraie activité. Enfin moi je le considère comme une vraie activité aussi. Ouais, même chose pour moi. Et ça qui est intéressant, c'est que vous avez connu un petit peu le début aussi de cette vague à Montréal. Moi j'ai pas du tout cette vision-là. Moi, j'ai un petit peu découvert le café quand je suis parti vivre en Australie, notamment à Melbourne, qui est une des grosses capitales. J'ai jamais vu un niveau, on en parlera après, mais c'est vrai que c'est aussi là, parce que moi, je travaille dans un petit resto, donc on est employé polyvalent, donc j'ai été amené aussi à être barista et de voir le nombre de retours qu'on peut se prendre, l'exigence aussi du consommateur à Melbourne OK, waouh. C'est assez élevé. Il y a un doigt de lait, non, là, il y a 1,5, tu me le refais de suite et tout ça. Et vous, comment vous voyez déjà de manière générale la place du café à Montréal, même au Québec, par rapport, on va dire, à la scène mondiale? Est-ce qu'on est bien avancé? On est encore au tout début? Comment vous le percevez, vous, là, en 2024, par exemple? Moi, je pense qu'on est quand même assez avancé. Là. Peut-être pas autant qu'à Melbourne, par exemple, mais il y a énormément de cafés troisième vague qui ont ouvert dans les 8-10 dernières années, je dirais. Fait que c'est beaucoup plus commun. Il y a aussi encore les cafés comme plus deuxième vague ou le plus style italien, il y en a encore beaucoup, mais il y a vraiment eu l'aspect de troisième vague qui ont ouvert un peu dans tous les quartiers, même en dehors de Montréal. T'en as sur la rive sud à Saint-Bruno, t'en as sur la rive nord aussi. En Aulton, exact. C'est vrai. Fait que ça a pris de l'ampleur un peu plus en dehors de Montréal aussi, même si c'est plus... la majorité des cafés se retrouvent à Montréal quand même, là. Trop bien. Donc, j'allais dire presque, vous étiez des consommateurs de café. Après, vous êtes passionnés en faisant, en découvrant aussi. Est-ce que le art latte, ça là où je le sais pas, l'art latte est venu avec la troisième vague automatiquement ou c'est encore quelque chose qui s'est rajouté derrière? Non, ça venait un peu avec la troisième vague. J'ai oublié de le mentionner, mais c'est comme un craft un peu supplémentaire qui montre que tu es capable de bien faire mousser le lait puis de bien intégrer le lait au café. Parce qu'il y a comme plusieurs étapes à l'art latte. Des fois, on dit que c'est juste le lait puis le café, mais comme juste comment tu verses le lait, c'est un art, il y a un honnêtement. impact significatif sur la beauté du café, mais aussi sur le goût.
Ouais, c'est même la texture. Et moi, je sais que maintenant, je suis devenu... j'ai été à la mauvaise école en m'habituant aussi à Melbourne. C'est que maintenant, des fois, quand je vois que le lait, il bulle, il est cramé et tout, ça me contrarie, quoi. À la limite, je me dis... Ouais, mais nous Et c'est là qu'on voit à quel point, effectivement, c'est un vrai art. Parce que même pour des moments, l'avoir fait, l'avoir essayé, des fois, les gens voient, OK, il met du lait dans du café. Tellement pas. C'est... Ouais. Je pense qu'on peut le compter sur les doigts d'une main, on va dire. Bon, maintenant peut-être un peu plus à Montréal, il y en a de plus en plus qui le maîtrisent, mais c'est vrai que c'est un vrai art et pour le maîtriser, ça demande des compétences quand même, vraiment avancées quand même. On s'en rend pas compte, c'est du café, c'est basic pour beaucoup de gens qui s'y intéressent pas, mais quand on le voit, moi je vois aussi vos vidéos sur les médias sociaux, on en parlera, on voit que c'est un vrai art, il y a du dessin, il y a une maîtrise, on a l'impression que vous dessinez vraiment sur le café, que ça a l'air tellement simple quand on vous voit le faire, alors que il y a une certaine température, il y a un certain lait qui va se travailler d'une certaine façon, et on en parlait un petit peu en off avant de commencer, donc vous êtes issu d'une famille de 7 enfants, mais vous êtes que 2 à être tombés dans la piqûre du café. Comment ça c'est, est-ce que vous avez essayé d'amener d'autres personnes avec vous, c'était juste, ça s'est fait spontanément, vous vous êtes dit, on est dans le café, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se joindre à cette aventure ou pas tant? Les autres s'intéressent moins au café. Ben là, on vient d'embaucher une de nos sœurs. Ah, ben ok. Ça commence tranquillement. Route, là, elle travaille pour nous depuis l'automne. Pour l'instant, c'est ça, mais je te dirais que je pense qu'ils ont un intérêt grandissant, puis je pense qu'ils aimeraient peut-être travailler pour nous éventuellement, mais à voir si ça se fait, entre guillemets, naturellement. Ouais, c'est ça. OK. Parce que là, vous disiez, pour travailler pour vous, on en parlait dans l'intro, parce que non seulement vous êtes des passionnés de café, vous êtes intéressés au café, mais comment on passe déjà de cette étape à se dire, j'aime le café, je prends du plaisir, à maintenant, on va ouvrir notre café. Parce que ça, c'est encore une étape supplémentaire. À quel moment vous vous êtes dit, maintenant, on veut voler de nos propres ailes, on a envie de faire les choses à notre façon? Comment c'est venu, ça, au final? C'est venu... je te dirais qu'au Ingamba, on a eu vraiment comme l'opportunité de faire tous les rôles qu'on avait à faire pour se rendre au propriétaire, si on veut. Là. Fait que on était barista, ensuite assistant gérant, puis propriétaire. Mais je pense que, en tout cas pour ma part, c'est vraiment une passion. Là. C'est comme j'aime travailler le café, le lait, puis mais j'aime aussi former les nouvelles personnes. Puis j'aime aussi gérer des gens. Puis je pense que c'est clé dans l'industrie où est-ce qu'on est. C'est comme notre staff, c'est vraiment précieux pour nous. Puis c'est les gens qui représentent l'entreprise. Fait qu'on veut que les standards soient là. Mais en tout cas, pour moi, c'est une passion de comme montrer c'est quoi les standards à nos employés, puis comment ils peuvent les atteindre avec nous, puis montrer c'est quoi les attentes. Puis souvent, c'est comme une formule qui pour nous fonctionne, puis qui a montré des résultats. Là. Okay. Fait que c'est très le fun. Donc ça a été assez naturel au final. Vous vous êtes dit au bout d'un moment, c'est logique, au final c'est le cheminement logique qu'on ait notre propre affaire, même dans cette volonté aussi de transmission, de on va dire mettre sa touche aussi dans l'univers du café, au début montréalais, après à Knowlton, on en parlera aussi. Ok, est-ce que c'était votre première expérience entrepreneuriale direct, vous vous êtes lancé dans le grand bain dans l'industrie alimentaire, ou vous aviez eu déjà des expériences entrepreneuriales de manière générale avant, dans l'industrie ou pas d'ailleurs? Non, seulement dans le café. Ouais, exact. Wow, ok. Mais c'est ça, nous on avait le sentiment d'avoir eu cette fibre entrepreneuriale en étant devenu copropriétaire dans les Ingamba. Ok. Mais finalement, il y a eu des divergences de vision avec notre ancien partenaire, fait que on a décidé de se séparer. Et puis là, on a comme... Là, je pense qu'on a vraiment eu la vraie... la vraie expérience. La vraie expérience entrepreneuriale d'ouvrir from scratch. Là. On est parti de rien. Le local qu'on a trouvé sur la rue Bélanger, c'était un restaurant qui était fermé depuis des mois. Fait on est vraiment arrivé là, puis il fallait tout refaire. Là. Un gros nettoyage, tout rénover, puis acheter tout. Là. Fait que... Ouais, de zéro. Vraiment. C'est quand que vous l'avez ouvert déjà? Septembre 2022. Ouais, donc en plus c'est assez récent. Ouais, vous êtes vraiment, on sortait à peine de la pandémie et là vous vous êtes dit c'est le moment parfait. Je pense qu'on a trouvé un local coup de cœur. Ouais, il y a eu le coup de cœur. Cochait beaucoup de critères. Ouais. Puis ensuite, c'est sûr on a mis tout ce qu'on avait là-dedans, là, fait que fallait que ça marche. Mais ouais, mais c'est ça. Je pense les gens ont la conception que ouvrir un café c'est comme relax, puis on va se la couler douce, puis ça a l'air donc bien le fun d'être travaillé derrière un bar.
Mais oui, c'est le fun, mais il y a beaucoup de défis, puis il faut être passionné. Puis je pense aussi avec tous les cafés qu'il y a à Montréal, comment on fait pour se distinguer, puis tirer son épingle du jeu, là, parce qu'à la fin de la journée, c'est ça. Là, pourquoi les gens vont venir chez toi plutôt qu'au café à l'autre coin de rue, tu sais? Ben, c'est une super transition là que tu me fais là, parce que là, on va parler un petit peu du marketing. Et c'est vrai, effectivement, il y a énormément de cafés à Montréal. Bon, ils ne se valent pas tous, ça c'est la réalité. Il y en a qui sont, comme vous disiez, encore même première vague, deuxième vague. Il y en a aussi beaucoup de troisième vague. Mais vous, malgré tout, vous avez sorti votre épingle du jeu. Vous avez même après ouvert un deuxième, on en parlera un peu plus tard. Mais comment vous avez sorti votre épingle du jeu? C'est quoi vos leviers marketing? Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous pour faire votre place là, dans cette grande ville qu'est Montréal, pour rayonner au niveau du café? Est-ce que vous avez des leviers, des choses particulières qui ont fait la différence par rapport... Parce que je crois que tous les mois, il y a des cafés qui ouvrent, tous les mois, il y a des cafés qui ferment aussi à Montréal. Qu'est-ce qui a fait que vous avez sorti votre épingle du jeu? Je pense que dans le quartier où on s'est installé, dans la petite Italie, il y avait déjà énormément de cafés, mais c'était pas mal tout style italien, justement. Puis il n'y avait pas encore de café troisième vague dans l'immédiat, dans le quartier. Fait que déjà là, on offrait quelque chose, même s'il y avait déjà des cafés, on offrait un café qui se différenciait des autres cafés qui étaient dans les rues avoisinantes. Aussi, tu sais, le marché Jean Talon qui est pas trop loin, fait que ça emmène énormément de personnes. Il y a Saint-Laurent qui est la main de Montréal, donc c'est sûr, c'est très achalandé. Mais je pense juste l'offre différente des cafés italiens, ça nous différenciait beaucoup des autres cafés dans le quartier, donc ça nous donnait une raison de plus d'aller chez nous à la place des autres. Mais je pense que la localisation, c'est vraiment important pour tirer son épingle du jeu, si on veut. Là. C'est clé, en fait. Que ça soit visible. Puis je pense aussi le fait que faut qu'un café fonctionne bien, il faut que ça devienne une destination. Donc, nous, la destination, la mission qu'on s'était donnée, c'est vraiment d'ouvrir un café où est-ce qu'on va offrir le meilleur café à Montréal, dans un espace très chaleureux, où est-ce que les gens vont se sentir comme chez eux. Fait on voulait, mettre de l'avant nos skills de barista, mais aussi nos skills en tant que hôte. Ouais. Fait que comment on accueille les clients, ça fait vraiment partie de l'ADN de Caron et Frères. Fait que pour nous, c'est super important d'être toujours sympathique, les faire sentir comme chez eux, puis de créer un environnement vraiment comme très décontracté, mais où est-ce que tu peux avoir des breuvages de qualité, puis aussi de la nourriture de qualité, là. C'est ça, parce que là, je vous trouvais un peu modeste, juste la localisation. Je pense qu'il y a des gens qui se déplacent même d'autres quartiers que dans le Mylène pour vous voir. C'est vrai que même sur les médias sociaux, moi, en tant que spécialiste médias sociaux de l'extérieur, j'ai regardé ce que vous faites. Vous avez aussi tiré votre épingle du jeu sur les médias sociaux. Est-ce que c'est un des gros leviers principaux que vous utilisez, ou vous utilisez d'autres leviers parce que vous êtes vraiment bon, vous vous mettez en scène dans les contenus? Enfin, moi, si je devais faire un audit, c'est clairement ce que je recommanderais à n'importe quel café. Vous vous engagez humainement aussi dans les contenus, donc les gens vous voient, les gens aussi créent ce lien de sympathie avec vous. Ça, c'est un truc que je recommande à chaque fois en n'importe quelle entreprise, que ce soit dans l'industrie ou autre. Humaniser les contenus, humaniser les entreprises. Caron et Frères, c'est à la fois un nom, une entreprise, mais il y a aussi, les gens ont en tête vos visages, ils vous voient régulièrement, ils vous voient produire des choses. Les vidéos, quand vous faites le latte en live, en vidéo, dans la neige ou autre, enfin, on voit que vous êtes fun, on a aussi envie d'aller vous encourager. Est-ce que ça, c'est quelque chose de calculé, ou c'est quelque chose que vous, spontanément, vous avez dit, on va aller sur les médias sociaux parce que c'est un terrain de jeu qui nous plaît? Comment vous avez fait ces décisions? C'est pas tant calculé, non. C'est plus intuitif. Mais moi, ça fait longtemps que je gère des médias sociaux, certaines pages, puis j'ai vu des choses qui marchaient, puis d'autres qui fonctionnent moins. Puis qu'est-ce que je remarque beaucoup des médias sociaux, c'est que le placement de produits ou bombarder les gens de qu'est-ce que nous on vend, ça ne fonctionne pas. Très bon point. Il n'y a aucun engagement, les gens s'en foutent, si vous me permettez. Fait que l'idée, c'est un peu plus d'amener notre personnalité, puis de susciter peut-être une émotion. Je pense que nous, on est allé plus dans l'humour des fois. On se prend un peu moins au sérieux. Ouais, je pense que les gens aiment ça quand on se prend un peu moins au sérieux. Fait que je pense qu'ils peuvent se reconnaître là-dedans, ou en tout cas se divertir peut-être d'une certaine façon. Fait qu'on n'est pas là à essayer de pousser nos produits. On est plus là à essayer d'avoir seulement une présence sur les médias sociaux qui va engager une émotion peut-être
chez le client ou la personne qui regarde la vidéo. Tant mieux si ça se traduit par une visite, mais sinon, on l'utilise vraiment plus pour avoir une présence. Là. Mais c'est très bon et ça, c'est vraiment un conseil à donner là, aux personnes qui nous écoutent, qui veulent lancer un restaurant, une entreprise agroalimentaire, un café. Comme tu l'as dit, Simon-Pierre, l'idée, c'est pas de mettre en avant juste mon produit. L'idée, c'est pas de devenir un circulaire en ligne. C'est de mettre en avant, au final, qui on est. Et après, forcément, les gens, s'ils ont envie, les gens sont intelligents, ils savent se rendre à une place. Ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on peut aussi beaucoup voir. C'est non, mais moi, j'ai envie de confronter mes produits. Si tous les jours, on met juste une photo de café, au bout d'un moment, on a compris, on sait que c'est du café, que c'est un café. Mais quelle va être la différence entre un café que vous allez poster et un autre très bon café à Montréal ? Pas grand-chose, aucune. Par contre, d'aller dans votre café, aussi vous avez utilisé le mot hôte, je pense que c'est encore plus cohérent. Là, vous voulez montrer que vous êtes chaleureux, que vous faites un pas en avant vers les gens et forcément, ils ont envie de se rendre chez ces hôtes qui sont sympathiques et tout. Donc ça, c'est aussi le conseil que je donne et qui est encore plus vrai aussi dans l'univers du café où il y a une concurrence qui est tellement de plus en plus développée que le meilleur moyen de se bloquer de la concurrence, c'est d'être soi-même parce que vous êtes deux, vous êtes unique et personne ne pourra vous copier. Et ça, c'est la réalité. C'est que on peut pas encore avec l'IA, on verra ce qu'il en devient dans quelques années. À date, les contenus que vous faites, c'est les vôtres, donc personne ne peut les copier. Alors que c'est vrai que des fois, on se dit, on ne pourra jamais se battre sur le terrain de on fait tel café, tel café. Oui, évidemment que c'est hyper important d'aller chercher un bon café, mais au-delà de ça, il faut mettre en avant sa différenciation. Et quelle meilleure différenciation que l'humain, surtout que sur les médias sociaux, l'humain, c'est ce qui performe le mieux. Et honnêtement, c'est ce que vous faites super bien. Moi, je regardais les contenus, je me suis dit, c'est génial. Et en plus, on voit que les communautés suivent, parce qu'en plus, vous l'avez séparé. C'est aussi très bon point. D'ailleurs, quand on a plusieurs succursales, vous avez séparé celle de Montréal, de pages aussi, notamment sur Insta, et celle de Knowlton. Donc, ça vous permet aussi de vraiment pouvoir cibler géographiquement. Ça aussi, est-ce que c'était spontané de le faire comme ça ou... Il y avait un petit peu de stratégie derrière quand même. Oui, mais ça, c'était calculé. Là. Il y a quand même un peu de calcul quand même. Fait qu'en effet, Knowlton, c'est un marché complètement différent de Montréal. Oui. Puis on savait déjà qu'on a une offre de vin nature et de bière là-bas qu'on n'a pas à Montréal. Donc, juste à cause de ça, pour nous, ça faisait plus de sens d'avoir une page qui était forcément divisé, là, un pour chaque café. Ouais, non, c'est trop mélangeant aussi, je pense, pour ceux qui suivent ça rapidement aussi. Puis là, peut-être qu'ils voient une bouteille de vin, puis là, ils viennent à Montréal, puis on n'a pas ça. Est-ce que les profils des clients sont très différents, vraiment? Les deux profils sont vraiment différents. Même quand vous communiquez, vous ne faites pas les mêmes contenus, on va dire, pour l'un ou pour l'autre, ou des fois, il y a des contenus qui s'entrecroisent, j'imagine, évidemment, où il y a vraiment un choix de vous dire pour Knowlton, on va dire ça comme ça, éventuellement avec tel vocabulaire, et pour Montréal, on va dire ça, ou même pas, vous ne posez pas la question? Je te dirais que la clientèle des réseaux sociaux, je pense que ça se ressemble pour les deux cafés, mais la clientèle qui vient sur place, c'est très différent. Mais il n'y a pas tant de différence de ciblage dans les publications qu'on fait. Puis souvent, c'est des collaborations entre les deux parce que ça... Le post ou le reel s'applique pour les deux cafés. Puis s'il y a vraiment des différences, est-ce que c'est spécialement pour Knowlton ou spécialement pour Montréal? Là, vous le faites séparément. C'est ça, exactement. D'ailleurs, est-ce que vous utilisez un réseau? Là, on parle beaucoup d'Instagram spontanément. C'est votre réseau principal, c'est ça? Exact. On utilise juste Instagram. Ok, c'est vrai que chaque fois, on a l'impression que je tape sur Facebook à longueur de journée dans tout ce que je dis, mais c'est vrai que Facebook, on s'entend que... Ouais, tu sais, c'est toujours publié sur Facebook, mais personne ne le voit, mais bon. Même Facebook le voit pas, je pense. C'est vrai que l'algorithme de Facebook est devenu quand même compliqué. Est-ce que TikTok? Non, on n'a pas... Peut-être éventuellement. Ouais, je pense que ça prendrait. En plus, vous faites des Reels, donc des formats vidéo. Ouais, ça pourrait fonctionner, c'est sûr. Est-ce que à voir. Mais moi, je le recommande quand même TikTok. C'est vrai que c'est quand même surpuissant parce que ça permet... En plus, si c'est ultra local, TikTok, vu qu'il scanne souvent, il montre au public qui est dans la zone en question. Ça peut être intéressant pour vraiment, quand on fait un contenu vraiment ciblé Knowlton, ciblé Montréal, ça peut être intéressant. Mais je vois que vous avez déjà des super belles communautés là, en si peu de temps au final sur Instagram. Est-ce que c'est les médias sociaux, c'est le seul levier marketing que vous utilisez ou vous faites de la publicité dans des magazines, de la radio ou autre, ou c'est vraiment full numérique, full médias sociaux? On fait des podcasts de temps en temps. On fait des podcasts de temps en temps. Mais non, c'est vraiment Instagram qui passe à travers ça, là. Direct, ça a été évident dès que vous êtes lancé, vous êtes dit, ça nous prend là, il faut qu'on prenne les médias sociaux pour se faire connaître, pour faire parler de nous.
Ouais, ben je pense que ça a super bien fonctionné au début. Ben, ça fonctionne encore bien, mais je pense que Instagram pousse beaucoup les nouveaux comptes, je pense. 100%, ouais, quand on crée un compte, ouais. Fait que ça, au début, l'engagement était vraiment bon. Puis je pense qu'il y avait aussi on était un peu connus dans l'industrie à Montréal, puis là, on ouvrait notre propre projet. Puis on s'est quand même arrangé pour montrer les étapes du projet pour rendre les gens un peu excités. Puis ça a vraiment créé de l'engagement énorme. Là. Fait que montrer les étapes de rénovation, où est-ce qu'on est rendu. Vous avez fait oui, c'est parfait. Ça. Puis même des fois, on était devant le local pendant les travaux, puis on croisait soit des futurs clients, des voisins, puis ils nous demandaient « c'est quand vous allez ouvrir? » On a vraiment hâte. Fait que juste le fait d'avoir cette présence-là, ça créait un hype un peu. Comme ça, à l'ouverture, il y a déjà beaucoup de monde. Fait que ça, et une attache, je pense que ça fonctionne, mais je pense que notre meilleure publicité, c'est vraiment le bouche à oreille. OK. De loin. On a entendu dire que votre café est très bon, ou même le meilleur. On vient de l'essayer. Puis là, ben, je pense qu'il y a une certaine part de vérité là-dedans, fait qu'ils reviennent. Puis c'est comme ça qu'on crée autant de clients réguliers qui sont fidèles à notre commerce, là. Ben, c'est vrai qu'on parle souvent de quel levier marketing, mais à rappeler que la première étape d'un bon marketing, c'est de faire le meilleur produit possible aussi. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais le marketing, c'est aussi ça avant tout. Des fois, on a beau marketer tout ce qu'on veut. Si à un moment, on markete un café et que le café est pas bon, le marketing sera pas bon dans les faits. C'est-à-dire qu'on peut amener un flux de gens à aller voir un truc, mais si après, ils se rendent et qu'ils aiment pas, donc c'est vrai que c'est un bon point à rappeler, le bouche à oreille, et de se concentrer sur le meilleur produit possible. Et là, vous avez un petit peu parlé de côté un peu marketing d'influence au final, parce que vous étiez quand même des figures d'autorité dans votre domaine. Vous avez chacun de votre côté remporté des compétitions d'art latte. Est-ce qu'il y a des communautés? Comment vous vous retrouvez les fans de café? C'est des groupes Facebook que vous dites, vous étiez connus dans l'industrie, ou c'est vraiment, on va dire, des petits bruits de couloir que tout le monde se connaît? Est-ce qu'il y a des réunions de ça? Comment ça se passe un petit peu? Il y en a un peu. Il y a un groupe, je pense le plus connu, c'est Barista Montréal sur Facebook. Là. Fait que c'est sûr, c'est pratique pour avoir des nouvelles sur le café, mais aussi pour les postes d'embauche. Là. Il y a beaucoup de monde qui utilise ça si je recherche des employés. Fait que Barista Montréal, je pense que c'est le plus gros à Montréal, justement, pour... mais sinon, c'est plus des événements ou des événements de café. Il y a soit des compétitions qui ont lieu à Montréal, fait que là, les gens se réunissent là. Il y a le café collectif aussi, où est-ce que tous les torréfacteurs se réunissent pour présenter leurs produits, puis juste attirer un peu plus de gens sur c'est quoi le café troisième vague, c'est quoi les torréfacteurs troisième vague. Je te dirais que tous ces événements-là, ça permet à la communauté de connecter, surtout entre elles. Là. Ouais, 100%, il y a des gens de l'extérieur qui viennent, of course, mais ça permet ça. Sinon, ben je pense... comme ça fait longtemps qu'on est là, on connaît beaucoup de monde, puis on essaye plusieurs cafés, nous aussi. Puis il y a des propriétaires ou des baristas d'autres cafés. La réputation se fait aussi naturellement. Ouais, exact. Moi, dès que j'ai une journée de congé, je passe au Caron souvent, mais je vais dans un autre café aussi. Oui, non, mais c'est ça, c'est intéressant. D'ailleurs, rapidement, c'est quoi pour vous, à part Caron et Frères, le meilleur café à Montréal? Ou un top 3, si on veut blesser ces personnes. Bonne question. Vas-y. Ben, moi, un de mes préférés où je suis souvent, c'est Café September. Sur Notre-Dame. Là. Je pense que c'est mon café préféré à Montréal. OK. Ouais, je l'aime beaucoup. Ton top 1 hors Caron et Frères. Ouais, exact. Mais tu sais, ça inclut, c'est sûr, le café, mais ça inclut la nourriture et la vibe de la place. Bien sûr. Fait que je pense que c'est un peu un mélange des trois qui font en sorte que j'aime beaucoup cette place-là. OK. T'as dit ton top 1 très rapidement. Moi aussi, c'est September. Ah ouais? OK. J'y vais souvent. C'est peut-être pas mon café préféré, comme je parle de la boisson. Là, ouais, 100%. Mais c'est clairement mon café préféré de Montréal. Qui réunit tous les critères, qu'il y a une harmonie qui se passe. Je me sens accueilli, on connaît le staff, of course, mais aussi la nourriture est excellente. Le café est très bon, puis la vibe est excellente. Là. Sinon, peut-être en termes d'extraction ou juste de qualité high-end de café, je pense Éclair ou Evan Café. Ils sont situés où? Il y en a un dans le Myland puis un autre dans le Mylex. OK. Ouais. Vous êtes assez alignés sur les choix. Parce que c'est ça que j'allais dire moi aussi. Là. Okay. On ne s'est pas consulté, mais je pense qu'on aime un peu les mêmes places aussi. Là. Très cool.
Très cool. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi pas parce qu'on a un café qu'au contraire, faut pas s'ouvrir aussi aux autres et d'aller goûter ce qui se fait, d'aller aussi, comme à la base, vous êtes au-delà d'être des propriétaires de café, vous êtes des passionnés de café, donc c'est clair que ça fait du sens de vouloir naviguer, d'avoir cette curiosité. Ah, oui, ils ont sorti ce style de latte, eux, ils ont fait ci, eux, ils ont fait ça, c'est intéressant. Je pense que c'est même nécessaire quand on développe une expertise de scanner un petit peu ce qui se fait dans l'industrie, sinon, on prend du retard et après, on n'avance plus. Et parlant toujours marketing, donc pour la petite parenthèse, moi je suis créateur de contenu aussi dans l'industrie de la bouffe, donc c'est pour ça que vous pouvez complètement cracher sur les créateurs de contenu, les influenceurs, il n'y a aucun problème. Chef Oli qui était avant avait un avis très tranché là-dessus. J'ai vu que vous ne faisiez pas tant de marketing d'influence. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Mauvaise expérience avec quelques créateurs, ou alors pas le temps de gérer ça, ou alors vous ne ressentez pas le besoin? J'ai quand même cette curiosité forcément... par rapport à ça, est-ce qu'il y a un choix qui fait que... Moi, je me questionne vraiment sur la valeur ajoutée de ce genre de marketing-là. Sur quel point, on va dire? Tu peux le dire cash, hein. Moi, tu peux me dire, je déteste ça. Tant mieux s'il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça, puis tant mieux si ça fonctionne pour plusieurs personnes. Moi, on dirait que je vois moins la pertinence d'aller offrir un repas ou quelque chose à quelqu'un pour qu'il me fasse la publicité, ou même le payer. On dirait que ça revient pour moi à la même chose que payer pour un article. Ouais, toi, tu le vois vraiment comme, on va dire, entre guillemets, j'achète une expérience. Toi, tu le vois vraiment la vie de quelqu'un. Puis, est-ce que cette personne-là croit vraiment que mon produit est bon? Ça, je sais pas vraiment. Puis, des fois, comme je dis, je pense que qu'est-ce qui est sur les réseaux sociaux, ça doit venir de nous. Puis, c'est plus créer une émotion qu'on veut faire, pas tant relié à nos produits. Puis je pense que le marketing d'influence, on dirait que c'est un peu le contraire là, de ça. Là. Mais bon, j'ai pas la science infuse. Non, mais moi j'adore avoir l'avis sur la question parce que c'est hyper intéressant, parce que ça permet... Et je pense qu'il y a un petit peu du vrai là-dedans, où c'est vrai, on le sait, au Québec, c'est un secteur qui est très décrié aussi, parce que la perception du marketing d'influence, on imagine des candidats de télé-réalité qui apportent pas de valeur, qui sont pas dans la bonne niche. Il y a aussi la réalité du terrain. Moi, je le dis même dans mon industrie. Moi, je parle avec les restaurateurs, je parle avec les gens. C'est pas non plus des gens qui se comportent toujours très bien aussi. Il y en a qui arrivent, ils mettent un coup de fourchette et ils repartent et ils ont pas vraiment apprécié, ils ont même pas goûté, ils disent que c'est bon. C'est des trucs aussi, nous, qu'on entend. Donc, c'est vrai que je prends tous les avis parce que c'est pas tout blanc ou tout noir. Et c'est vrai qu'il y a des trucs où tu te dis, est-ce que cette personne, comme tu dis, est-ce que je vais avoir un faux avis? Tu sais, ce qui existe sûrement aussi, tu vois. Nous, je sais que si on a la ligne de conduite qui, à des moments, vu que je vois que ça, des fois, ça choque quand on envoie ça dans les briefs, ça veut dire que ça doit pas être la norme. Nous, on dit, si on n'aime pas, on n'en parle pas. Même si c'est payé, le virement, il fait sens retour parce que nous, quand on crée du contenu dans le marketing d'influence, la seule valeur qu'on a, c'est le lien de confiance qu'on a avec l'audience. Donc, c'est-à-dire que si chaque fois que tu reçois un chèque, tu dis que c'est bon, tu vas pas tenir longtemps dans l'industrie parce que la personne, elle va s'y rendre, elle va voir que c'est dégueulasse et elle va faire chemin arrière, elle va se dire ok, mais en fait, c'est un écran publicitaire. Ce qui existe aussi. Ouais. Mais c'est pour ça que je trouve intéressant d'avoir chaque fois les avis, parce que je sais que c'est encore très... Pour moi, je le vends parce que je suis des deux côtés aussi. En tant que stratège, je recommande aussi ça dans les stratégies. Et en tant que créateur, je vois aussi ce que ça apporte. Que nous, en plus, on est ciblé qu'à Montréal. On voit qu'on a permis de retourner des restaurants aussi, vu que notre audience, nous, est qu'à Montréal, et on voit le pouvoir qu'on crée localement. Mais j'ai aussi ce truc-là où même, effectivement, faut bien choisir les personnes. Il y en a qui, au final, est-ce qu'ils collent avec la vibe que vous voulez amener ? Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Il y a peut-être des créateurs, vous allez vous dire, au final, si je collabore avec eux, au final, est-ce que ça va pas même dégrader mon image ? Ce qui pourrait être le cas. C'est vrai aussi. Nous, à des moments, même, c'est ce que je disais à Oli dans l'autre épisode, souvent, dans ce monde de l'influence aussi, souvent, on est aussi invité à des événements et tout ça. Nous, carrément, on a arrêté d'aller aux événements où il y a d'autres créateurs parce qu'on ne se retrouve pas là-dedans. Parce que c'est un peu trop mondain. On dirait que c'est très égocentré. Tout le monde prend des selfies comme c'était les stars du... On est personne, vous êtes personne, quoi. Ouais, c'est 100%. Il y a du contenu sur les médias sociaux et c'est tout. On dirait que c'est plus pour... T'as cette perception un peu, là. Oui, puis, tu sais, il y a plein de gens qui étaient comme « Ah, pourquoi vous faites pas une soirée de lancement quand vous allez ouvrir, puis vous invitez ces influenceurs-là, puis on pourrait vous faire une liste. » Puis on est comme « Ouais, mais pourquoi on ferait ça, tu sais? » Déjà, ça coûte quand même peut-être beaucoup d'argent. Ouais, c'est clair. Puis, encore une fois, c'est comme je me questionne vraiment sur les retombées. À quel point ces gens-là vont réussir à nous amener plus de clients, tu sais. Ça, honnêtement, c'est toujours tout double. Hein. Ça dépend de chaque créateur. C'est vrai que c'est très complexe.
on le voit, c'est-à-dire que des fois, tu crois que parce que la personne elle va avoir une énorme audience, et elle peut rien te ramener, et d'autres, elle va complètement te retourner le café, complètement. Donc c'est vrai que c'est le choix au final vraiment des créateurs de contenu qui est décisif. Je pense qu'il faut, limite faudrait, si à un moment vous vous lancez là-dedans, que vous fassiez la sélection et la recherche vous-même. Comme ça, vous regardez la vibe aussi des gens et vous dites, je pourrais limite être ami avec eux, ça me parle. Parce que c'est vrai que si des fois tu reçois une liste annexe, et que tu te dis, ces gens-là, au final, ils collent pas vraiment avec ce que je veux. Tu sais, c'est pas ça que j'ai envie de laisser retransmettre. Ouais. Mais c'est bien aussi quand le monde le font naturellement, justement. Bien sûr. Il y a plein de clients qui viennent puis qui vont faire un reel après ou une story ou même un post par rapport à leur expérience qu'ils ont eue sans nous consulter. Fait que ça, c'est plus justement authentique. Puis il n'y a pas eu d'échange d'argent à travers tout ça. Fait que ça nous fait toujours plaisir quand on voit que le monde font ça par eux-mêmes, justement, pour faire de la publicité parce que c'est un café qu'ils aiment beaucoup. Fait que ils le font pour le plaisir puis pour nous aider. Là. Fait que je pense que moi, je préfère cet aspect-là que justement l'aspect de rémunérer quelqu'un. Je comprends. Ça enlève l'authenticité un peu, là. Ouais, je comprends. De toute façon, c'est intéressant et de toute façon, on verra. Ça se trouve, vous allez vouloir vous lancer là-dedans. Là, c'est que vous n'en ressentez pas le besoin aussi. Ouais. C'est... Tant qu'à avoir le luxe aussi de pouvoir y aller par vous-même, vous êtes devenus au final vos propres influenceurs. Moi, c'est aussi un truc que je recommande, c'est de vous monter aussi vos communautés, vos audiences. Nous-mêmes, quand on fait des collaborations avec des établissements, on leur dit aussi, moi j'ai toujours le spécialiste médias sociaux qui ressort en moi, je leur dis mais créez du contenu. Parce qu'il y en a à l'inverse, ils font que des collaborations, mais ils n'ont pas leur identité sur les médias sociaux. Mais créez du contenu, allez-y, mettez en avant des choses et là ça va permettre d'encore plus rayonner, mais non, j'étais curieux, je voulais quand même avoir votre petit avis sur le sujet et de défendre aussi évidemment mon point, un bout de mon industrie, même si je défends pas tout ce qui se fait dans ce domaine-là, parce que je suis bien d'accord que c'est aussi, c'est encore un peu le Far West, hein, pas tout le monde n'est la bonne personne, on va dire, pour mettre ça en avant. Et donc on l'a dit, vous avez un café à Montréal, vous avez un café à Knowlton. C'est quoi les plans? C'est d'en ouvrir d'autres à travers la province, d'en ouvrir à travers le Canada. C'est quoi là les plans? Je vois des petits sourires en coin, là, il y a déjà des idées en tête. Bon, on aimerait ça en avoir un troisième, c'est sûr. OK. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de... C'est même pas un sujet, là. C'est même pas non, je veux dire, c'est sûr qu'on y réfléchit, puis on y pense au quartier où, mais il n'y a rien de concret pour le moment. On veut pas trop rusher ça non plus. Là. Ça fait 2 ans qu'on a ouvert à Montréal, puis 1 an avec Knowlton aussi. Fait on veut expandre, mais pas aller trop vite pour pas sauter des étapes non plus. Mais c'est sûr qu'il y a le projet dans l'air d'un 3e café. À Montréal ou encore dans une autre ville? Montréal. Ce serait vraiment développer, on va dire, l'influence de Caron et Frères à Montréal. Ouais. Le troisième, il y aura un 3e, puis il va être à Montréal, mais le où et quand... le où, c'est Montréal, mais c'est quel ça. Quartier? Bon, vous avez déjà des idées, mais évidemment, vous n'allez pas les partager. C'est garder ça secret quand même. Secret professionnel. Non, ok, super, hyper intéressant. Est-ce que si on projette ça sur des années, si vous osez à rêver, est-ce que vous aimeriez que ça soit à travers toute la province, à travers tout le Canada ou pas? Ou est-ce que vous voulez juste en avoir quelques-uns? C'est quoi si derrière on vous donnait... moyens illimités, qu'on vous disait qu'est-ce que vous voulez faire, est-ce que ce sera à travers tout le Canada, à travers le monde entier, si on ose rêver? Ouais, je pense que pour l'instant on y va un à la fois, puis on voit à quel point on aime ça, mais je pense que une de nos forces c'est aussi d'être proche du plancher, tu sais, de nos clients puis de nos employés. Puis je pense que ça c'est important de garder ça. Fait que peut-être qu'il y en aura un 4e, un 5e, mais c'est pas... on dirait que c'est pas certain. Là. La vision, pour l'instant, ça va être 3. Puis on verra comment on se sent par rapport au reste. Mais on veut pas être perçu comme une chaîne, juste comme les autres. Le risque, mais est-ce qu'il y a une possibilité d'expandre puis de garder ce craft-là? Ça, c'est des choses qu'on pourrait explorer. Puis personnellement, moi, ça m'intéresserait. Mais c'est vraiment... je sais pas si c'est possible, en fait. Tout est possible. Mais comme il a dit, c'est une chose à la fois. C'est ça, bien sûr. On va commencer par un 3e, puis ensuite, on verra comment on aime ça, si on en veut plus ou d'autres. Mais comme Pierre a dit, c'est vrai que les gens aiment ça quand on est là, sur place. Même bien si sûr. On travaille pas, puis on passe au café, on jase avec les clients, on jase avec les employés. Fait que les gens aiment ça, voir les propriétaires sur place aussi. Puis je pense que ça ajoute énormément à l'expérience client quand tu es sur place puis tu peux parler au propriétaire parce qu'il est souvent là.
Même moi, quand je vais dans d'autres cafés, j'aime ça quand le proprio est là, puis je le connais, ça me donne un sentiment d'appartenance, puis je me sens encore plus le bienvenu, là. Fait que c'est sûr que quand on en a plus, ça devient plus difficile de garder ce contact client avec tous les cafés. Pas impossible, mais plus difficile. Non, mais c'est vrai que ça pourrait être un beau contre-pied de justement c'est de le voir en chaîne, mais d'aussi casser cette image de la chaîne, parce qu'au final, c'est juste ouvrir plusieurs établissements. Pourquoi une chaîne devrait plus être assimilée à de l'industrialisé, à de guise de mauvaise qualité? Ce serait intéressant aussi de voir... On peut faire du bon à grande échelle, mais c'est vrai que ça vient avec ses défis. D'ailleurs, là, vous me faites les meilleures transitions depuis le début, parce qu'on est clairement... Là, on est à la catégorie qui s'appelle les défis rencontrés. Le plus évident, particulièrement dans l'industrie, évidemment, c'est est-ce que c'est facile de concilier vie professionnelle et vie personnelle? C'est facile ou... Je pense que ça dépend des moments. Ouais. Parce que... Si on prend l'exemple de Knowlton, l'été, c'est la folie furieuse. OK, donc là, c'est off sur la vie. Puis l'hiver, il y a du monde, mais c'est comme beaucoup plus relax quand même. Fait que c'est sûr que ça dépend des saisons, parce que même à Montréal, il y a des moments où c'est beaucoup plus occupé, puis des moments où c'est plus relax. Fait que je pense qu'il faut être prêt qu'à un certain moment, t'auras peut-être moins de temps pour ta vie personnelle, parce que justement, il y aura beaucoup de monde. Il peut y avoir plus de problèmes aussi qui arrivent à ces moments-là, ou des embauches à faire, former du monde. Ça, c'est tous des trucs qui drainent de l'énergie, qui te donnent peut-être un peu moins le temps pour ta vie personnelle. Puis à l'inverse, il y a d'autres moments, comme en ce moment, en janvier ou février, où c'est un peu plus relax, où on a plus le temps d'avoir un meilleur équilibre. Fait que je dirais que ça varie en fonction des moments de l'année en général. Dans la navigation, la conciliation se lisse à la fin de l'année. Il y a un bilan à la fin de l'année de « Ah bon, là, c'était saturé, là, c'était correct, c'est ça? » Mais c'est sûr qu'être entrepreneur, ça prend une grosse partie de sa vie, là, de notre vie. Puis, comme je le disais au début, nous, on est passionnés de café, puis moi, qu'est-ce que je fais, ça me passionne. Fait que pour moi, c'est vraiment facile de me dire le travail passe en avant, mais la balance, faut pas l'oublier non plus. Il y a des choses à l'extérieur, nos amis, la famille, ça reste important. Mais c'est sûr que quand tu es entrepreneur, tu peux être appelé à... T'es en voyage, ton café passe au feu, ou peu importe, il y a une urgence, il faut que tu bookes un vol de retour, puis c'est toi la personne, là. Fait que... Surtout que c'est dans une industrie aussi particulièrement où on est en contact avec de l'alimentaire, c'est très en mouvement, je trouve encore plus challengeant que d'autres industries quand même, dès qu'on est confronté il y a du réel qui se passe, entre guillemets, qui plus est, en plus, l'industrie du café où éventuellement beaucoup de turnover. On va en parler aussi un petit peu, il y en a qui rentrent, il y en a qui rentrent pas, comme tu dis, effectivement, si tu as un café qui part au feu ou qu'il y a un problème de fuite ou autre, là, quand t'es entrepreneur, les problèmes, c'est 365 jours par an. Il y a juste des problèmes. Est-ce que tu décides de les regarder ou pas quand t'es en vacances? Mais ça fait partie de la job, il n'y a pas aucun job qui est parfait. Il y a des choses qui se passent à chaque jour qui sont des fois un peu moins le fun, mais overall, je pense qu'on fait ce qu'on aime, puis les problèmes, on passe par-dessus, là. Mais on les a pas mal tous vécus, je pense. Ouais, exact. Mais c'est sûr qu'il y a aussi une échelle des problèmes, là. Bien sûr. C'est sûr que si ta machine espresso brise versus tu reçois pas ta compte de pain, c'est pas la même ampleur. C'est plate les deux. Mais c'est sûr que ça nous est arrivé il y a quelques mois. En plus, il y a une pièce qui a brisé, puis là, c'était... Et là, il se passe quoi? C'est direct, il faut appeler le technicien qui peut pas venir avant 2 semaines, c'est ça? Mais là, il a pu venir, mais il trouvait pas le problème. Finalement, ça a été quand même intense. On a dû changer de machine pendant 2 jours. Mais on est quand même resté ouvert. On expliquait à chaque client pourquoi on était fermé, puis qu'on était vraiment désolé. Puis je pense que ça aussi, c'est une de nos forces, c'est que on reste ouvert, on explique pourquoi, puis on dit que c'est pas vraiment notre choix. Puis je pense que les gens sont quand même... ils ont une tolérance à ça. Si ça arrive tout le temps, ils le seront pas, mais... ils savaient que c'était vrai, ils savaient qu'on se sentait mal, mais aussi on avait d'autres choses à offrir. On a de la nourriture, ça marchait. On vend des sacs de café, les gens pouvaient quand même acheter. On avait aussi du café filtre. C'était en été, fait qu'on avait cold brew, limonade. Fait qu'on avait quelques options qui ont fait en sorte qu'on a eu finalement des journées, mais on n'a pas baissé les bras, puis on a décidé de rester ouvert, puis pas le choix de régler ça. Là. Mais je connais plusieurs personnes qui auraient fermé, c'est clair, qui auraient mis la clé dans la porte. Mais je pense que ça, c'est une de nos forces aussi, c'est comment on fait pour toujours trouver des solutions à tout, puis de rester ouvert, puis d'offrir ce service-là, puis la qualité de produit qu'on offre. Là. Et est-ce que c'est plus simple, justement, on parlait de vie professionnelle, vie personnelle, vous êtes 2 frères, est-ce que c'est plus simple
vraiment vous sentez porté l'un par l'autre au quotidien, ou des fois c'est aussi plus facile de se chicaner, on va pas se mentir, quand son associé c'est son frère aussi. J'imagine qu'il y a les deux côtés de la médaille, mais comment vous sentez vraiment que c'est une vraie force là que vous avez? Jusqu'à présent, ça s'est bien passé. C'est sûr qu'il y a eu des petits up and down, mais rien de majeur. Mais je pense que après, comme dans tout domaine, ça passe un peu par la communication. Fait que si on met les problèmes sur la table puis on essaie de trouver une solution pour que tout le monde soit heureux au final, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Fait que jusqu'à présent, ça va bien. C'est juste qu'entre vous, c'est sûr qu'il n'y a pas la conciliation vie pro, vie perso. Parce que dès que vous êtes ensemble, on est dans le pro, quoi qu'il arrive. Là, vous avez fait. Ouais, ça, c'est sûr. C'est dur de... Même là, pendant les fêtes, me faites pas jurer que vous n'avez pas parlé de... on n'a pas tant parlé, mais c'est sûr que entre nous, c'est comme oui, c'est ce qui en même temps, c'est normal. Parfait. Et là, ça me fait pas... Justement, on en parlait un petit peu. Et comment ça se passe d'aller d'un seul café où on a le plein contrôle à là avoir deux cafés qui sont quand même espacés. On n'est pas à deux rues, on n'est même pas dans la même ville. Et là, on parlait de si on se développe, qu'on va plus loin dans la province. Est-ce que vous avez déjà vu quand même une vraie différence? C'est quand même un enjeu, ça vient avec des challenges, j'imagine, évidemment. Mais comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été vraiment encore un autre changement de process, un changement de routine, d'avoir un seul à deux vraiment à des endroits complètement différents? Ouais, deux, on savait c'était quoi, on l'avait fait. Mais deux aussi éloignés, on savait pas. Puis aussi, d'une certaine façon, c'est un peu un changement de vie, là. Fait que tu sais, c'est moi qui allais l'ouvrir, celui de Knowlton. Puis Xavier, lui, là, tout d'un coup, il s'occupait tout seul de celui de Montréal. Fait que dans les deux cas, il y a eu de l'adaptation. Mais c'est sûr que déménager dans un village, en fait. Ouais, c'est ça. On a un peu sous-estimé le travail par rapport à ça, là. Maintenant, on est super content de l'avoir fait, là. Je pense qu'on ne retournerait pas en arrière. Puis une des raisons pour qu'on l'a fait, c'est on s'est dit, on est jeune. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais comme on n'avait pas grand-chose à perdre, autre que fermer éventuellement, là. Fait qu'on l'a fait, mais le grand défi, c'était vraiment la main-d'œuvre à Knowlton, là. La pénurie de main-d'œuvre est réelle en dehors de Montréal. C'est complètement différent de Montréal à Knowlton pour la main-d'œuvre. C'est le gros enjeu là, qui a vraiment fait. Est-ce que là, actuellement, d'ailleurs, il y en a un qui est associé à un café et l'autre où vous switchez, vous changez de temps en temps? Toi, Simon-Pierre, t'es plus Knowlton. Toi, Xavier Bernard, t'es plus... Plus à Montréal. Ouais. Mais je vais à Knowlton de temps en temps, mais c'est spontané. Beaucoup plus de Montréal quand même. C'est spontané. Vous n'avez pas un emploi du temps où vous dites lundi, mercredi, toi t'es là, moi mardi, jeudi, je suis là. Non, on l'a pas fait comme ça parce que pour des raisons plus personnelles, là, mais c'était plus simple aussi là, pour la business qu'il y en ait un qui soit à Knowlton puis un à Montréal. Centralisé, plutôt que toujours changer. Le monde devient mêlé sinon. Mais tu sais, on a quand même eu une gérante dès le début qui était avec nous, qui nous a vraiment aidé à partir de ce projet-là, qui s'appelle Laurence. C'est elle maintenant qui s'occupe des opérations quotidiennes. Mais ça l'a pris un an avant qu'on arrive à ça. Où est-ce qu'on pensait que ça se ferait un peu rapidement. Mais finalement, on a tellement manqué de personnel que moi, j'ai dû faire vraiment du temps plein sur le plancher. En plus des autres rôles de gestionnaire. C'est ça. Fait que là, ça devenait un peu problématique là, pour la conciliation vie-travail. Mais finalement, on a comme réussi à tout placer ça, là. Mais c'est sûr que ça reste de la restauration, donc les employés, c'est souvent des étudiants. C'est clair. Puis dans un petit village comme Knowlton, ça se trouve pas je dirais que c'est même pire que... Parce que ça, c'était ma prochaine question. Vous me faites les meilleures introductions possibles. La question, c'est littéralement, est-ce que c'est challengeant de recruter des bons baristas? J'avais même pas cette donnée encore. C'est que moi, j'ai en tête aussi en tant qu'amateur de café. Ce qui est toujours, pour moi, entre guillemets, un peu décevant, c'est que des fois, je vais dans une place que j'adore, changement de barista, le café est raté, entre guillemets. Enfin, oui, des fois, il est complètement raté, le lait est brûlé. Et je me dis,
Et donc là, je me dis, c'est vrai que pour vous, c'est encore plus, je pense, challengeant parce que vous êtes des perfectionnistes, vous êtes dans l'art latte, vous avez fait des compétitions là-dedans, donc c'est aussi ce qui doit vous sauver sur la formation. Vous devez être super picky aussi sur le choix, la sélection, vous savez comment orienter vos équipes, mais parce que on parlait de restauration, je dis pas que c'est plus simple, moi aussi je peux le dire, c'est plus simple de recruter, je pense, dans la restauration de manière générale, qui demande moins de skills techniques que de recruter un bon barista. Déjà à Knowlton, mais aussi à Montréal, j'imagine que ça doit être quand même être challengeant, non, à quelque part. Ouais, c'est le plus dur, puis aussi le plus important. Ben oui, c'est ça. Comment on fait pour que la qualité soit là si on n'est pas derrière la machine? C'est ça le plus difficile. Surtout vous, humainement, personnellement, ça doit des fois vous tanner parce que vous vous dites « Ah, mais moi, forcément, vous êtes aussi consommateur passionné. » Et des fois, vous vous dites « Non, mais moi, déjà que je suis passionné de café, j'aime ça boire du bon café. Si je vois que dans mon propre établissement, un jour, il y a un café qui sort pas comme je veux, ça va être encore plus rageant, même pour vous, qu'autre chose, en fait. » C'est sûr que ça arrive une fois de temps en temps. Là. C'est normal, personne n'est à l'abri de ça. Nous, c'est d'essayer d'avoir la meilleure constance possible. Je trouve qu'avant, à Montréal, il y avait des meilleurs baristas. On dirait qu'ils étaient plus passionnés. Puis tous ces gens-là sont devenus soit propriétaires nous ou ils ont ouvert un torréfacteur ou peu importe. Mais je trouve que la relève, on dirait on rencontre très rarement des gens qui veulent faire ça de leur carrière. Puis à cause de ça, souvent, il y a un désengagement un petit peu de chaque... c'est pas leur business, c'est pas leur première passion non plus, en général. Donc, il n'y a pas ce truc de vouloir repousser ses propres limites, comme c'était votre cas aussi, parce qu'on s'entend que même entre faire la petite tulipe et les œuvres d'art que vous faites carrément sur les cafés, où là, vous partez sur des signes, on sait qu'il y a quand même des étapes là-dedans, et si on ne veut pas s'y mettre, ça ne va pas venir non plus tout seul. Donc... C'est ça. Mais je pense aussi que dans notre processus d'embauche, on choisit très bien nos candidats. Puis ça fait en sorte que comme ils ont un sentiment quand même d'appartenance au brand, puis ils veulent que ça fonctionne. Ouais, fait qu'ils ont une plus grande implication générale. Puis ils veulent s'améliorer. Fait que ça, pour nous, ça vaut de l'or. Puis même si c'est peut-être pas les meilleurs, ben au moins on va les amener à avoir le niveau qu'on veut. Puis souvent, ils ont le désir de s'améliorer, puis ils ont le désir d'offrir un bon service puis un bon produit aussi. Là. Fait que honnêtement... Est-ce que c'est aussi bon que si c'était nous qui le faisions? Peut-être pas, mais je pense que c'est un niveau qui est quand même supérieur à la compétition, ou au moins égal. Là. Mais c'est vrai que pour ça que je disais, entre guillemets, il y a plein de cafés à Montréal, mais honnêtement, je suis peut-être trop picky, mais c'est vrai que plein de fois où je vais, je me dis, au final, en tête, j'en ai pas 1000 au final où je me dis le café est parfaitement réalisé. Surtout que moi, j'allais dire, je suis pas le plus chiant. Moi, c'est un latte à avoine. C'est sûr que le lait de vache, c'est le plus simple, on va dire, à travailler, si je dis pas de bêtises. De ce que je me souviens, le lait d'amande le pire. On verra après si vous êtes d'accord avec ça. Mais je veux dire, c'est vrai que des fois, je me dis, c'est dommage parce que le café, au final, il y a plein de cafés. Mais vraiment, si on trie, qu'on fait une analyse poussée à Montréal, c'est pour ça qu'il n'y en a pas 1 million non plus où le café, il est parfaitement exécuté. Au final, en ville, quand on regarde ça... non, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça, au final. Il y en a beaucoup dans le volume, mais chaque fois qu'après, on essaye une place, quand on regarde, on se dit, OK, le café, si je prends un espresso, ça goûte bon, mais l'art latte, on sent que c'est vraiment quelque chose qui manque. Et comme tu dis, moi, j'avais pas cette vision-là, mais c'est vrai que peut-être de la relève aussi qui est moins impliquée dedans. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses à mettre en place? Moi, je sais que ce qui m'avait surpris, par exemple, à Melbourne, c'est que là-bas, c'était tellement pris au sérieux au début. Je pensais que c'était une joke. Dès que j'étais arrivé, il y en a qui me demandaient si j'avais un diplôme de barista pour une petite job quand j'étais... Et là-bas, il y a presque des maîtrises en barista. C'est quelque chose de très sérieux. Ils ont des... J'y retourne d'ailleurs là, dans quelques semaines. J'ai hâte de boire, de regoûter à tous ces cafés-là. Et je pense qu'aussi le consommateur aussi, il est tellement dans... J'ai jamais vu autant de retours. Moi, je le voyais aussi en travaillant. Là-bas, le consommateur, il a aucun problème à dire je ne bois pas ça. Parce que le lait est un petit peu trop chaud, ça part. Des fois, ça faisait qu'on refaisait 4 cafés, on les jetait. Et la règle, le manager, c'était tu refais, ça doit être parfait. Et c'est vrai que peut-être, est-ce que aussi... le consommateur est peut-être pas encore assez éclairé aussi, donc ça pousse pas vers le haut aussi, parce que pas tout le monde peut-être n'a votre exigence aussi, mais peut-être que si le consommateur de plus en plus, quand il va être éclairé par rapport à l'art latte, il va se dire
non, mais là, je peux pas accepter ça parce que moi, chaque fois, après, quand les travaillais dans des places, on sentait que les gérants, eux, ça les tannait évidemment de le refaire, mais ils disaient, mais c'est le minimum qu'on peut produire à Melbourne. C'est s'il n'est pas parfait, on fait pas de café. Et c'est parce que les clients, ils demandent et vraiment, je les revois. Il y avait beaucoup de verres transparents pour que les clients mesurent. Ils disaient un latte, c'est un doigt. Mousse, ouais. Et des fois, il y avait 1,5 doigt, ça repartait. C'était poubelle. Ou alors, on le buvait, on était surcaféiné. Mais c'est fou, ce niveau d'exigence-là. Mais c'est pour ça que moi, ça me fait plaisir quand je vois qu'il y a des cafés, un troisième vague qui arrive, l'art latte, tout ça, c'est tellement un bel art. Et moi, je trouve que c'est, comme je dis souvent aussi, je préférais payer 11 pièces un café et être certain qu'il est parfaitement exécuté, plutôt que des fois me dire... là au final, est-ce qu'il va être bon, est-ce qu'il va pas être bon? Donc c'est pour ça que je posais cette question du challenge, parce que même moi en tant que client, je le vois des fois quand je vais à des places que j'adorais, je vois un changement de barista, et je me dis est-ce que je vais boire un bon café aujourd'hui? C'est une bonne question. On met beaucoup d'énergie justement dans la formation. Oui, quand il y a des nouveaux employés, mais une formation un peu plus à long terme aussi, donc pour s'améliorer par exemple sur l'extraction de l'expresso ou le latte art. Puis même le moussage de lait, là, des fois, on l'a au début, puis là, après, il y a quelque chose qui varie, puis là, ton lait est plus bon comme avant. Fait que c'est toujours garder un œil et une oreille attentive de comment les cafés sont servis. Mais je pense que le fait qu'on mette beaucoup d'énergie dans la formation, il y a beaucoup d'employés qui nous ont dit qu'ils aimaient ça parce que, de un, il y avait des standards à respecter, puis de deux, qui n'avaient en général pas reçu une formation comment mousser du lait proprement. Fait que juste le fait qu'on fasse ça, puis qu'on prenne plus le temps d'expliquer aux employés, je pense que tout le monde aime bien, sont très satisfaits avec ça. Je pense que c'est ça qui fait votre différence. C'est que, comme je disais au début, vous n'êtes pas juste des propriétaires de café, vous êtes des passionnés de café. Donc vous prenez part à la discussion collective, que vous conscientisez autour de le café doit être bon et vous faites de la vraie formation. Est-ce que vous donnez des ateliers à des moments en dehors du café ou... Avant, j'en donnais une fois de temps en temps, mais on a arrêté ça. Oui, forcément, t'as pas le temps. À bout d'un moment, tu peux pas faire. T'as que 24 heures dans une journée. Puis souvent, c'est toujours en fin de journée, ces choses-là, parce que les gens travaillent le jour ou le week-end. Puis là, ça devient compliqué. Mais il y en a à Montréal ou au Québec où c'est vraiment l'apprentissage est toujours sur le tas en 2024. Il y a eu l'Académie de café de Montréal qui a duré quelques années. Là, c'est fermé. Mais sinon, il y a quelques torréfacteurs qui offrent des ateliers sur soit l'art latte, l'extraction, fait que différents trucs. Mais c'est plus... Il n'y a pas de diplôme de barista ou quoi que ce soit. Là. Après, je pense que c'est vraiment que l'Australie ils ont été dans leur délire. Hein. Je pense que vraiment des cursus... C'est peut-être un culturel aussi. Là. Je pense que les gens ici sont plus réservés à retourner une boisson, à moins que ça soit vraiment dégoûtant. Mais c'est ça qui m'a surpris, par exemple, parce que les Australiens, c'est quand même mentalité de manière générale anglo-saxonne, comme on pourrait retrouver aussi au Québec. Mais sur ça, par contre, il n'y a aucune gêne. Je pense qu'on pourrait leur envoyer un plat raté, c'était correct, mais par contre, le café, non. Là, on le dit, là, on le renvoie. S'il faut le renvoyer 3 fois, on le renvoie 3 fois. Moi, je me souviens où j'avais déjà travaillé dans la restauration, mais barista, jamais. Pour moi, on me disait dans l'embauche, tu vas faire des cafés. Je suis en mode, OK. Je sais appuyer sur le bouton, faire un espresso. Mais là, OK, ce niveau d'exigence, à des moments, je me suis dit, OK, c'est mon 3e cappuccino. Il y a encore des commandes, qu'est-ce que je fais? Là, je commence à paniquer. C'est sûr. Mais par contre, après, quand j'étais consommateur, j'ai apprécié parce que ça fait comme un standard généralisé à la ville où, vu qu'il y a tellement d'exigences dans toute la ville, que ça écrème aussi, de manière générale, toute l'offre de café. Le standard minimal, c'est la perfection, on va dire. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Et maintenant, je le sais, quand je choisis un café, moi, je regarde direct les photos des utilisateurs sur Google Review et je regarde chaque photo pour voir si à un moment le lait est foiré. Il n'y a que des laits parfaits, donc avec les beaux dessins et tout ça, ce qui est en plus rare pour le souligner. Mais c'est vrai que des fois, si j'en vois 2 foirés, c'est bête. C'est là où aussi on voit la puissance aussi d'Internet, du numérique. Moi, je sais que si j'en vois 2 foirés, je vais pas prendre une chance. Je vais en voir un beau parce que sur l'Instagram, il est toujours beau, évidemment, parce que ça a été bien pensé. Mais dès qu'on regarde sur la fiche Google, je fais là c'est il est cramé complet là quand même. Donc je me dis, est-ce que moi je vais tomber sur le cramé complet? Donc c'est pour ça que je voulais parler de cette question du challenge. J'avais même pas encore cette question de cet enjeu de Knowlton, effectivement, la main d'œuvre, mais au-delà de ça, c'est tellement à la fois une job où, comme on dit, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de... à la fois, c'est tellement un poste technique. Barista, serveur, ça s'apprend. On va porter 3 assiettes ou 4 assiettes en même temps. Une fois qu'on a la technique, on sait la porter. Mais barista, c'est vrai que c'est...
Mais barista aussi, ça s'apprend. Puis... Ça s'apprend, mais c'est un cursus quand même où il faut avoir quand même de la passion. Moi, on le voit dès que vous faites sur vos réseaux sociaux, sur vos contenus, on voit que vous avez une vraie passion et qu'il y a un vrai geste au final. C'est pas juste tu chauffes ton lait et tu fais ça. Non, c'est sûr. Non, il y a des étapes, il y a des choses qu'on apprend. Nous, je pense qu'on se définit pas comme les plus geeks ou les plus focus sur comme l'aspect tout technique derrière. Mais l'idée, c'est vraiment que l'aspect du lait, ça soit bien compris puis bien fait. Puis l'extraction, qu'ils comprennent au moins qu'est-ce qu'il faut faire si le café est plus acide, qu'est-ce qu'il faut faire si le café est plus amer. OK, ouais. Fait qu'il y a quand même cet apprentissage-là. Mais tu sais, le critère de base, c'est la vibe. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est super important. Ce qui s'apprend pas, ça s'apprend juste pas. C'est clair, 100%. Ça vient de toi. 100%. Puis pour nous, ça, c'est super important que les baristas soient accueillantes. Chaleureux. Parce que chaleureux. Tu peux apprendre à quelqu'un à mousser du lait, mais puis pas à quelqu'un à sourire, par exemple. C'est clair. On va faire l'effort s'ils sont peut-être un petit peu moins bons sur l'aspect barista, on va travailler avec eux. Mais s'ils sont super souriantes, sympathiques, je pense que ça aussi, les gens aiment beaucoup revenir pour ça, là. Ben, je pense que chaque fois je donne cette anecdote où pendant 2 ans je détestais la coupe en sortant du coiffeur, mais mon coiffeur était adorable, donc j'y retournais, mais je détestais chaque fois. Et pour moi c'était pas la coupe que je demandais, mais il était incroyable, donc j'y allais à chaque fois. Et c'est vrai que ça montre à quel point l'ambiance, effectivement, créer une atmosphère, ça fait partie intégrante de créer un bon café. C'est vrai que le café, particulièrement au Québec, ça je trouve que c'est la vraie différenciation du Québec, notamment en hiver, de par le climat qu'on a besoin de vraiment de se sentir enveloppé, que ce soit chaleureux, d'être bien. Enfin, moi, je sais que quand je sors, moi, souvent, le café est une destination, comme tu disais. Et j'ai envie de me sentir enveloppé, de me sentir bien, de voir que les employés entre eux, c'est fun, ils prennent du plaisir, que c'est agréable, que tu te sens presque accueilli chez eux. Et c'est là où tu prends du plaisir. Et c'est là aussi où tu fais revenir les gens, tu crées un rendez-vous avec eux parce que tu te sens juste bien et tu te dis, je suis comme à la maison avec des amis. Et ça me donne envie. Et c'est vrai qu'il y en a aussi qui le font pas, où c'est vraiment très technique aussi. Ce que j'ai vu aussi, il y a quelques mois, j'étais à New York, j'avais bu un super bon café, mais je me suis dit, waouh, c'est quand même très expéditif, quoi. C'est vraiment, tu peux même pas discuter un mot avec le barista, mais le café était parfait, mais ça m'avait quand même mis une petite note amère, tu vois. Ça avait gâché le café de par l'amertume de la personne. Mais c'est pour ça que, tu sais, quand on a mentionné September, je pense que c'est un peu ces ingrédients-là réunis ensemble qui font qu'on se sent bien, tu sais. Puis on accepte peut-être que ça soit pas le meilleur café. Bien sûr, après. Mais voilà, c'est bon. Et je pense pas que le grand public, moi, je pense pas que je suis personne, j'adore le café, mais je pense pas savoir identifier le bon café. Moi, c'est juste un café agréable, bon, réussi dans le lait. C'est sûr que moi, c'est bon, je suis conquis et je reviens indéfiniment. Tu sais. Je pense pas effectivement que le grand public, quoi qu'il arrive, est tant geek que ça. Enfin, je pense pas. Mais ça me permet de poser cette question de quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui démarre un café ou un resto pour se démarquer de la concurrence. On en a un petit peu parlé, mais c'est là si vous deviez parler à quelqu'un qui toque à votre porte et qui dit « Ok, j'aimerais me partir un café », qu'est-ce que vous pouvez me conseiller là rapidement pour pas aller dans le mur Je pense que c'est très important d'avoir au moins une expérience de gestion en restaurant ou en café, idéalement, quelque part, là. Parce qu'il y a tellement de monde qui m'ont dit « Ah, j'aimerais ça partir un café, mais j'ai jamais travaillé dans un café. » Puis je suis comme... Commence d'abord par travailler quelque part, puis essaie d'évoluer peut-être assistant gérant ou gérant, juste d'avoir une idée c'est quoi, plus un peu le back-office, là. Tout ce qui se passe en arrière, parce que c'est pas juste faire des cafés, là. Il y a beaucoup plus de tâches à faire. Des fois, sont le fun, des fois, sont moins le fun. Sûr. Mais je pense juste d'avoir une expérience un peu plus réelle par rapport à c'est quoi opérer un café. Je pense que ça serait mon meilleur conseil à donner à quelqu'un d'avoir une expérience ailleurs avant de se lancer, qui soit réel, exact. Tu partages le même conseil? Ouais, 100%, mais je partage aussi qu'on devrait avoir des éléments distinctifs dans le brand qui, avoir une expérience puis savoir comment ça fonctionne, je pense que c'est super important. Déjà, savoir si t'aimes ça. Il y en a, par contre, qui l'ont déjà fait sans expérience, ça a fonctionné aussi. Mais je pense qu'il y a un avantage à savoir c'est quoi la job vraiment. Mais sinon, pour nous, nos éléments distinctifs, c'est nous, comme je l'ai dit, c'est mettre en avant nos skills de barista puis de service, de rendre ça chaleureux. Mais on a aussi une grande offre de torréfacteurs où est-ce que les gens peuvent trouver tout leur compte.
Puis on a des torréfacteurs connus mondialement, puis voyons. Mais on a des profils très classiques ou très fruités ou exploratoires. Fait que ce qui vient vraiment chercher comme une panoplie de gens de différents types de goûts. Puis je pense aussi le dernier élément, c'est vraiment notre nourriture, là. On est allé simple, mais super efficace, bien, super bon. Ouais. Puis on pensait jamais, mais comme les gens parlent beaucoup de notre sandwich du déjeuner, puis comme quoi c'est un des meilleurs à Montréal. C'est vrai, j'ai lu les commentaires Google, j'ai vu ça plusieurs fois, ouais. Ouais. Fait que ça revient souvent dans des commentaires sur TikTok, un peu partout. Fait que ça, on pensait pas qu'on aurait cet impact-là, mais je pense que c'est ça, développer un menu qui est un peu différent ou qui vient chercher. Ouais. Mais c'est vrai, ouais, effectivement, c'est vrai qu'il y a un peu ce fantasme en plus du café. C'est chill, comme tu disais au début, c'est chill, c'est une petite aventure. Je vais faire des petits cafés. Je vais manger des biscuits, ça va être relax, je vais peut-être lire entre deux clients. Mais c'est vrai quand ta machine Interact fonctionne pas, tu la règles. C'est vrai qu'il y a ce fantasme, on dirait que avoir un café, c'est un petit peu le rêve de tout le monde, enfin de beaucoup de personnes qu'on peut rencontrer. Ah, j'aimerais ça, avoir un café, et tout ça. Mais c'est vrai que je pense que les gens réalisent pas. C'est aussi le but de ce balado, là, c'est d'avoir aussi ce retour du terrain de c'est quoi concrètement avoir un café. Qu'est-ce que c'est pas juste on fait couler un petit peu de café comme quand on est à la maison, après on va bouquiner au coin d'une fenêtre. Ça rush quand même d'avoir un café. Mais je pense aussi de plus en plus aussi dans l'économie dans laquelle on vit, c'est d'être spécialisé dans quelque chose, c'est vraiment une force. Fait que nous, je pense qu'on est connus comme des spécialistes du café, d'où les gens viennent chez nous pour ça, pour avoir des conseils, 100%. Pour avoir la sélection de grains qu'on a, pour avoir un bon café. Puis je regarde comme les business qui fonctionnent le mieux ces temps-ci, c'est pas les business qui font tout, là. J'offre de la crème glacée, j'offre du café, j'offre une épicerie. Mais OK, tu fais tout ça, mais t'es average dans tout. 100%. Ça, c'est un des conseils qu'on peut donner aussi aux gens qui écoutent ça, c'est spécialisez-vous. Et moi, je le vois du côté créateur de contenu. Souvent, quand on met en avant une place, c'est là où ça pète vraiment pour eux, c'est quand ils ont un produit distinctif. Et les gens, de toute façon, nous, après, on a le retour avec les restaurateurs, café, peu importe. Et après, quand on leur demande, ils ont dit, ils ont juste montré exactement ce que vous avez commandé, votre écran. Et en fait, souvent, on voit que c'est un produit qui va faire déplacer le monde. Ouais. Un seul. Ouais. Qui va derrière amener les gens. Comme un moment, on avait été au Amea Café. Et c'était l'époque, le moment là dans l'année où il y avait eu le gros buzz autour du New York Roll, là, four à la pistache, garni à la pistache. Les gens n'y allaient que pour ça, ils se faisaient dévaliser, pas de crème de pistache, alors qu'ils ont une carte de je ne sais combien d'items, mais les gens, c'est un item. Souvent, ils retiennent une seule affaire et ils y vont, comme là, tu dis, le sandwich déjeuner. Souvent, on voit qu'il y a une tendance que les gens se réunissent autour d'un produit, donc il vaut mieux faire moins de produits, mais les maîtriser. Ouais. Et c'est ça qui va amener le monde. Souvent, c'est un seul plat, c'est un seul truc. Souvent, nous, c'est ce qu'on voit tout le temps. Chaque fois, des fois, quand on parle avec un établissement, ils nous disent qu'est-ce que vous en pensez. On leur dit c'est quoi votre produit distinctif qui va faire la différence. Et c'est ça, même dans les cafés, souvent, on va essayer de commander le truc qu'on retrouve pas ailleurs. Là, il y a quelques jours, c'était un brunch, c'était pas un café de spécialité en tant que tel. Il fait café aussi, mais eux, ils avaient fait un latte châtaigne avec de la mascarpone et du piment d'Espelette parce qu'il était du sud-ouest de la France. Le piment d'Espelette, c'est de là-bas et tout ça. Mais c'est vrai que nous, de suite, on s'est dit, ça, on sait que c'est un truc qui a un potentiel de rentrer dans la tête des gens aussi, même nous, quand on va mettre ça en avant, parce que c'est comme si on est un resto brunch, si on dit, ils ont des œufs et du bacon, mais tout le monde a des œufs et du bacon. Et souvent, c'est vrai que c'est une boisson qui va, je pense qu'en tant que café, vous le voyez même quand c'est saisonnier, même quand il y a des lattés d'automne et tout. Le pumpkin spice le classique ça amène le monde juste parce que c'est très spécifique. Et nous, on avait sorti notre tiramisu. Je l'ai vu, il faut que je vienne le tester. Ouais, j'ai vu ça. Fait que ça a vraiment bien fonctionné. Ouais, il est beau. Encore aujourd'hui, il y a du monde qui vient, des touristes, puis là, ils sont comme, je veux ça. Ça m'étonne pas. C'est juste pendant l'été, mais même encore aujourd'hui, le monde... une couple de mois après qu'on ait plus le produit, ils viennent encore puis ils demandent ce café. J'ai bloqué là-dessus aussi quand j'ai regardé les trucs. J'ai fait est-ce que c'est vrai que j'en avais... bon, Ouais, il est vraiment bon. C'est un café glacé aussi. Fait que et il est beau. Parfait, ouais, exact. Fait que... Dès que j'ai vu ça, je regardais les trucs, mon œil de personne qui testait énormément d'établissements, j'ai fait ça me parle pas, ça. Ça a l'air intéressant. Et après, j'ai fait café tiramisu. C'est vrai que
on est presque obligé de tout marketer tous ces produits aussi, et c'est ça qui va faire la différence. Donc de se spécialiser comme tu disais, c'est ça qui fait la différence, parce que les gens, quoi qu'il arrive, c'est la règle du 80-20 au final. Ils vont se bloquer sur les 20% distinctifs, et ça va drainer 80% des gens. Donc c'est vrai que de vouloir tout faire, c'est souvent se tirer une balle dans le pied, parce qu'au final, si on fait tout, même en offre alimentaire, si on fait à la fois des soupes, 40 sortes de sandwichs, qu'on fait des burgers, c'est pas possible. Moi, si je vais dans un resto puis il y a comme 10 pages au menu, je vais me poser des questions. Je préfère que ce soit une offre un peu plus restreinte, mais maîtrisée, exact. Ça fait toute la différence. Là. C'est vrai que c'est un très très bon conseil, ça. Et est-ce qu'il y a des ressources particulières d'ailleurs qui vous ont aidé, ou des personnes aussi dans cette industrie-là? Parce que souvent, on se dit, oui, on est des entrepreneurs, on part des projets, mais on se fait jamais, rarement seul. Est-ce que vous avez des inspirations, des trucs qui vous ont aidé au début à vous structurer, des exemples autour de vous, même que vous ayez lu, ou pas forcément des personnes que vous avez rencontrées, mais des choses qui vous ont aidé un petit peu? On a eu des mentors ou des gens qui ont certainement aidé ou eu une influence. Nous, je pense que notre ancien partenaire était très bon là-dedans. Il nous a beaucoup appris. Fait que ça a été une personne ressource. Mais quand on a ouvert, nous, je te dirais, je pense que toutes nos années d'expérience, on savait un peu où est-ce qu'on s'en allait. Oui, vous aviez déjà l'expérience, dedans. Fait que... ça a été ultra formateur, justement. Oui, on avait quelques questions. On avait quelques questions une fois de temps en temps à des collègues d'autres propriétaires ou des gens autour de nous qui ont eu une expérience d'entrepreneur, là, mais je te dirais que pour l'ouverture de Caron et Frères, on savait quand même où est-ce qu'on s'en allait. Mais vous aviez déjà vécu, on va dire, tout le cheminement, là, vous n'aviez plus qu'à exécuter avec votre vision exacte et bam, bam, bam. Ça ressemble à ça. Oui, il y avait des embûches puis des questionnements, là, mais nous, on a toujours pris le chemin, on coupe pas les coins ronds, puis on fait les choses comme il faut. 2 cafés, là, en moins de 3 ans. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça aussi, dans l'industrie des cafés particulièrement. Donc, ça a fonctionné. Ça fonctionne. Non, mais ça montre qu'à quel point, effectivement, d'avoir vécu déjà cette réalité, comme tu disais, un des meilleurs conseils, c'est de vivre toutes les étapes pour comprendre la réalité de comment on fait les choses, quoi. Comme tu dis, même soit dans le café, mais à des postes de gestion aussi, ça permet, vous, derrière, vous avez déjà le modèle mental de OK, là maintenant, vous aviez emmagasiné un petit peu le plan d'action, vous aviez plus qu'à OK, là on fonce tout droit et on fait. Et il y a des étapes, évidemment, mais on saute par-dessus et on avance, quoi. Ouais. Et on a un petit peu parlé, en fait, on a plus un petit peu parlé de l'évolution, mais pour vous, c'est quoi l'avenir des cafés au Québec? De cette mouvance, est-ce que vous voyez ça accélérer énormément et que dans le moindre petit village du Québec, on va avoir 12 cafés 3e vague, ou est-ce que vous voyez un ralentissement? Comment vous percevez l'industrie là, et de tout ce qui se passe? Moi, j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus en région. Là. De un, parce que il y a eu beaucoup de monde de Montréal depuis la pandémie qui ont déménagé en région. Fait que déjà, tu as plus de monde de la ville qui habite en campagne. Puis tout devient comme un peu plus accessible. Fait que j'ai l'impression que, t'en auras peut-être pas 15 dans un village, mais le fait que, par exemple, si tu vas dans un village où il n'y a aucun café 3e vague, puis que tu ouvres celui-là, là, t'as pas d'autre compétition. Fait que c'est sûr que comme t'es pas garanti que ça fonctionne, mais t'as déjà une longueur d'avance sur toutes les autres parce qu'il y en a pas d'autres. Là. Fait que j'ai l'impression que tranquillement, pas vite, ça s'en va de plus en plus en région, justement parce que t'as pas de compétition, donc tu peux vraiment avoir une longueur d'avance sur tout le monde. Ouais, je pense aussi que c'est un marché en pleine expansion, là, le café 3e vague. Il y a plein de Starbucks qui ont fermé en ville. C'est vrai. Ils sont déplacés maintenant soit dans les centres-villes ou sur les autoroutes. C'est Puis vrai. maintenant, dans les... Souvent, c'est soit des cafés 3e vague qui ont repris les locaux ou qui se sont juste installés autour. Puis c'est vraiment de plus en plus ça qu'on voit. Puis en effet, à l'extérieur de Montréal, mais il y a vraiment une demande pour avoir des restaurants, des cafés, tout ça. Mais on est en région, fait que il y a clairement une demande, là. C'est juste... Il y a des défis de main-d'œuvre, il y a d'autres défis qui viennent avec ça, mais s'il y en a un qui le fait, ça amène plus de monde. C'est clair. Et ainsi de suite, là. Et à Montréal, comment vous voyez ça? Est-ce qu'on arrive à un moment où il y en a énormément? Est-ce que vous pensez que ça va encore plus accélérer, encore plus remplacer les 1ère et 2e vagues? Ou comment
vous voyez ça en ville? Ça va encore se développer, mais c'est sûr j'ai l'impression qu'on n'est pas trop loin de la maturité comme marché. Là. Mais il y a des quartiers qui sont inexploités encore. Fait que ça va être à développer, mais je pense dans les quartiers centraux et tout, on arrive à maturité. Mais encore là, c'est comme... Si tu arrives avec un meilleur produit ou un meilleur café, ben, je pense qu'il y a toujours de la place pour ça. Là, puis je pense que nous, on était confiants dans la petite Sally parce qu'on avait un produit, on avait confiance dans notre produit. Puis on serait aussi confiant d'ouvrir dans un autre quartier où est-ce qu'il y a d'autres troisième vagues et tout, parce que je pense qu'on fait une bonne job. Là. Et surtout que j'ai l'impression que c'est pas... Enfin, je vais pas dire qu'il n'y a pas de compétition. Évidemment que par défaut, il y a de la compétition, mais par exemple, moi qui adore aller dans les petits cafés, je vais pas forcément aller que dans un petit café. Après, j'aime bien aussi varier parce que même si les trois cafés que j'adore au même niveau, ben, je vais prendre plaisir à naviguer un petit peu. Oh, aujourd'hui, j'ai le mood peut-être d'aller là. Et c'est vrai que souvent, c'est pour ça que la nourriture joue un rôle parce que des fois, oh là, je suis dans le mood de petit café, sandwich déjeuner. Exact. Ouais, effectivement, c'est vrai que ça, c'est un bon point. Et c'est là que je le conscientise de comment je fais mes choix. Ah ben là, je suis plus en après-midi, petit biscuit. Parce que j'adore ce biscuit-là aussi. Ouais. On en parlait tantôt, mais tu sais, moi, dans mes journées de congé, j'aime ça aller dans d'autres cafés. Ouais. Puis des fois, je vois une story d'un café pas que j'avais oublié, mais que j'y pensais moins. Puis juste cette petite présence sur les réseaux, je vais aller à ce café-là. Tellement. Fait que juste cette story-là, qui peut paraître anodine un peu, ça m'a fait aller dans ce café-là aujourd'hui parce que je les ai vus sur les réseaux, mais autrement, je serais allé ailleurs peut-être. Tellement. Surtout dans cette industrie où c'est vraiment presque de l'instantané. C'est vrai que souvent, c'est une story, un petit post, alors qu'on suit évidemment le compte. C'est juste que là, ça va popper dans le feed. On va se dire, pourquoi pas aujourd'hui? Allez, j'y vais. Donc c'est vrai que poster du contenu sur les médias sociaux, si vous regardez cet épisode, évidemment. En tant que spécialiste médias sociaux, je pourrais pas vous dire le contraire. Mais super, hyper intéressant. Là, on est dans la dernière partie là, du podcast. Il y a une séquence qui s'appelle séquence entrée plat dessert. C'est juste une question simple avec réponse simple, droite au but. Donc, on va commencer par l'entrée. C'est la pire commande que l'on peut vous faire en tant qu'amoureux du café. Peut-être c'est pas la même, hein. Moi, je te dirais, c'est comme quand ça devient plus un jus qu'un café, là. Fait que c'est-à-dire, tu sais, on a déjà eu comme un mocha demi-sucré, extra chaud, mais avec du lait de pistache. Pourrais-tu le mélanger avec du lait de coco? Oh, ok, ouais. Fait que, quand ça devient comme très, très, très custom. Il y a des choses que nous, on fait pas, comme, admettons, mélanger les laits, on le fait pas. Mais... Je savais même pas que ça se faisait, là, tu me l'apprends. Ouais. C'est moins commun ces temps-ci. Ouais, c'est moins commun, mais à un moment donné, on a tellement une grosse variété de laits alternatifs. Là. On a soya, amande, coco, macadam, pistache. Puis des fois, le monde, ils veulent encore plus, comme à moitié-moitié. Ah, ok, ouais. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut juste mettre des limites. Genre... Prends 2 cafés. Oui, exact. tu vas trembler, mais au moins, tu vas te régaler avec les deux. Mais je pense que c'est des commandes comme ça, je te dirais, mais en même temps, ça fait partie de la job. Bien sûr. Toi, pareil? Ouais, ça ressemble à ça, ou quelqu'un qui va demander extra chaud, où le lait est vraiment brûlé. Ça, je vais le faire, mais... Ouais. Surtout que ça respecte pas l'art latte, parce que chaque lait aussi, entre guillemets, des fois va avoir sa température, donc des fois, tu fais pas aussi le meilleur produit, des fois, quand t'as extra chaud. Si ouais, ça va juste brûler ton lait, puis ça va enlever les sucres dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Mais des fois, il faut faire des compromis. Parce que peut-être que pour cette personne-là, c'est ça le meilleur café, c'est ça. Tu sais. Puis elle comprend pas pourquoi on met le lait tiède. Est-ce que des fois, vous faites un peu vous essayez de glisser gentiment l'éducation par rapport au café? Je dis éducation, c'est pas péjoratif, mais. Oui. Une fois de temps en temps. Ouais, c'est gentiment. Quand on le sent, mais c'est pas... Là, tu l'apprécierais plus comme ça. Faut saisir le client. Ouais, bien sûr. C'est comme quelqu'un qui rentre, qui veut un café. Tu sais qu'il veut un café filtre. Ouais. S'il y a tellement de la crème, t'essayes pas de lui apprendre ou le convaincre à quelque chose. C'est un petit latte les pistaches, tu vas m'en dire des nouvelles. Ouais, exact. Puis à l'inverse, quelqu'un qui va rentrer puis il va poser plus de questions. Là, tu peux l'orienter. Ouais, t'as la porte ouverte pour jaser avec cette personne-là, mais je pense qu'il faut juste un peu avoir... de l'entre-gens, puis saisir les personnes, genre, est-ce que je lui donne son café, puis juste bonjour et merci, ou est-ce que la personne veut discuter, puis aller plus loin. Parfait. Normalement, il n'y a qu'une question à entrer. Là, j'en ai mis 2 parce que je suis curieux aussi. Le pire lait pour faire du beau art latte?
Moi, j'avais en tête le amande, mais peut-être je dis n'importe quoi. Hein. Non, amande est quand même pas pire. Laine macadam, c'est... Ah ouais. Non, amande, moi, j'aime bien. Je trouve que ça fonctionne quand même. Ah ouais? Ouais. Mais macadam, c'est... C'est le pire, le macadam. Ouais. Coco, c'est pas wow non plus. Comme ça aussi, pour les gens qui écoutent, au moins, des fois, tu te dis, ah, je suis moins fan, mais aussi, des fois, c'est vrai que le choix du lait, des fois, tu peux pas faire des miracles aussi, entre guillemets, tu sais. Ça, c'est sûr. Et le plus simple, c'est quoi, le lait de vache? Plus simple à travailler. Ouais, lait de vache. Et avoine, on est chill aussi, d'après ce que j'ai cru comprendre, ouais. Et c'est quoi comme lait que vous proposez? Ça permet aussi aux gens d'avoir la vision. Là, j'ai entendu des laits qu'on entend moins à Montréal, quand même pistache. Mm-hmm. Vous avez quoi? Vous avez le lait de pois? Non, pas lait de pois. non, pas lait de pois. Moi, je me déplace pour du lait de pois. Hein. Ah ouais. J'adore le lait de pois. J'avais découvert ça en Europe de l'Est. T'es une de ces personnes-là. J'adore. Il y a beaucoup de... Ouais, vraiment. J'adore. J'avais fait plein de petits cafés en Europe de l'Est, donc Estonie, Lituanie. Là-bas, ils sont très lait de pois. Donc, je connaissais pas, j'étais curieux. Et ça donne un beau résultat. Et c'est bon. C'est quand même onctueux, quand même. Forcément, il y a le côté un petit peu gras, mais pistache, j'avais adoré aussi. Pistache, c'est bon. Ouais, pistache, c'est bon. C'est cher, plus riche, mais... Ouais, mais j'en ai pas vu, là. Vous êtes les premiers à date qui... Il y a quelques cafés qui en ont, mais c'est plus rare. C'est plus rare. On retrouve généralement le classique avoine, amande, soya. Ouais. Et enfin, hors lait de vache, évidemment. Ouais. Et sans lactose, souvent aussi. C'est ça. Ok. Parfait. Et donc, pour le plat... La question du plat, si vous pouvez garder qu'un seul des deux cafés, ce serait lequel? Oh wow, je m'attendais pas à ça. On garde les deux. Il y a pas un petit truc qui pourrait vous... J'imagine il y a quand même la tâche, forcément, toujours quand c'est le numéro 1, quand c'est le premier, ou même pas. Là, vous voyez, j'essaye d'avoir la réponse. Je prends une petite porte. Ouais, on va ça. Après, si la réponse vient pas, c'est que vous-même, vous n'avez pas la réponse. Hein. C'est aussi possible. Mm-hmm. Les deux sont différents, mais on adore les deux aussi. Là. C'est complexe. C'est une vraie réponse. Hein. Non, mais j'attendais de voir si ça venait, mais si vous n'avez pas de réponse, c'est très correct. Quand j'avais préparé ça aussi, j'avais pas aussi l'enjeu que les deux aussi avaient leur aspect aussi très, très différent. Mais je me serais pu être aussi direct, vous me dites, bah non, Montréal, tatoué dans le cœur, c'est notre première aventure. Vous auriez pu dire ça aussi. C'est sûr qu'il y a un attachement, mais je pense que l'autre, on s'attache aussi, mais différemment. Tu sais, c'est comme... Ok, vous avez bien esquivé ça. Et donc, pour le dessert, ça c'est la même question que j'avais posée à Chef Oli quand il était venu dans le dernier épisode. C'est si vous pouviez voler une idée marketing à une autre marque ou le marketing entier d'une marque ou d'un café, ce serait lequel au niveau mondial? On n'est pas obligé de dire à Montréal. Est-ce que au niveau mondial, vous vous dites, ce café-là, waouh, j'aime bien comment ils communiquent, ça me donne le goût d'y aller. Enfin, j'aime bien comment eux ils communiquent, que ce soit au Québec ou dans le monde. Hein, c'est vraiment, si vous pouviez voler, par exemple, Chef Oli qui était là, il a dit, moi j'aimerais voler Ricardo, par exemple. Il a dit, j'aimerais voler l'image de marque de Ricardo, lui qui était plus chef. Est-ce que vous ou alors juste une idée, un truc smart que vous avez dit, ça. Bonne question. C'est dur, hein. L'entrée plat dessert, c'est dur, hein. Ça peut être un peu dur. Je sais vraiment pas. Je te dirais, c'est à Montréal, mais je trouve que Alphabet font une très bonne job au niveau de la médias sociaux. Très bon, ouais, effectivement, de l'extérieur, très bon. Je sais pas si je voudrais voler leur truc à ce point-là, là, mais... Ouais, ça, je dis voler plus pour la séquence, parce que ça fait... Mais oui, pas voler, mais on va dire un truc où vous dites, c'est smart, tu sais, en mode... tu sais, je respecte, j'aime bien ce que je vois aussi. Mais j'ai trouvé leur communication très smart, puis... Ils sont bons, ouais. Ils ont trouvé leur truc avec les petits clins d'œil, là. Après, t'aimes ou t'aimes pas, mais je trouve que c'est différent, en tout cas. Sinon... DAC. Je connais pas, c'est où? Ils sont à Amsterdam, là, mais... ok. Des torréfacteurs avec lesquels on travaille. Puis je trouve que... Mais peut-être pas juste au niveau du média social, mais je trouve qu'au niveau du branding... Ouais, ça peut être un élément, voilà, c'est ça, du branding. De la qualité de leurs produits, je trouve que, en tout cas pour moi, c'est une inspiration. Là. Je trouve ça très...
En Europe du Nord, c'est vrai ils sont très bons aussi sur les petits cafés. Ben aussi, il y a ce même esprit un peu qu'on retrouve au Québec. On a besoin de chaleur. En Europe du Nord, moi j'ai fait Finlande et tout ça. Ah ouais, exact. Ah, incroyable. Qui vivent là-bas. Ah ben encore mieux, encore plus intéressant à partager. Trop bien. Je sais pas, je trouve qu'ils ont vraiment un souci du détail puis de la qualité qui est plus élevé que la normale. Là. Génial, ok. DAC et Alphabet. Tout ce qu'ils font. Je suis curieux, je vais aller voir à la fin de ce balado. Mais ok, super. Ben, là, on arrive à la fin. On a bien discuté. Là. Je vois l'heure. On a eu des belles discussions. Est-ce que vous avez une actualité à partager en cette période? Ben, déjà, où est-ce qu'on peut vous retrouver? C'est quoi les adresses? Knowlton, Montréal, dans la petite Italie? Ouais, dans la petite Italie. Puis, ouais, c'est ça, à Montréal, à chaque côté du marché en talon, dans la petite Italie. On est pas mal là. Moi, je suis là à temps plein. Puis, mon frère est pas mal là aussi à chaque jour quasiment. Là, fait que. Il y a vraiment moyen de nous croiser là-bas. Là. Super. Est-ce qu'il y a des événements qui s'en viennent, des choses particulières, ou c'est juste, si on veut vous voir, il faut qu'on se rende soit à Knowlton, soit... Pour l'instant, c'est ça. C'est là que ça se passe. Ouais. Les deux, on est sûrement là. Ouais. Super. Ben, on arrive à la fin de cet épisode. Ben, merci Simon-Pierre, merci Xavier Bernard. Ça m'a fait plaisir aussi de pouvoir partager ça aux gens, parce que mine de rien, on a peu de retours d'expérience, que ce soit en balado ou en vidéo, sur... le café, on voit plein de cafés sur les médias sociaux, mais d'avoir des discussions plus profondes autour, c'est, comme je le disais au tout début, c'est la deuxième boisson la plus consommée dans le monde, mais ça manque de contenu un petit peu pour permettre aux gens aussi de voir il y a quoi derrière, qu'est-ce qui se passe, que le café, on n'est pas juste, on bouquine et on fait un petit café de temps en temps. Donc ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Merci à toutes les personnes qui ont regardé, qui ont écouté cet épisode. Merci à Origine de produire cette émission et à la Grappe qui est commanditaire. D'ailleurs au passage, si vous venez de la part de Mangeons Marketing auprès de la Grappe pour avoir des services, vous avez 10% de rabais. Donc n'hésitez pas, vous avez juste à mentionner que vous venez de Mangeons Marketing. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Merci. Et merci à toi. On va se voir autour d'un bon café